les Français juifs qui ont voté pour lui en Israël ne sont pas dupes. Ils ont très bien vu quelle était la menace qui pesait sur eux, sur leurs frères de France, juifs ou non, et ils ont voté en leur âme et conscience pour un homme qui propose de traiter les maux qui accablent la France aujourd'hui. Face aux extrêmes, c'est très important de renforcer le centre modéré, aussi bien le centre de gauche que le centre de droite. Et c'est pas pour rien que Pécresse et Hidalgo ont appelé à voter Emmanuel Macron. Merci de nous retrouver pour le débat de Studio Qualita comme chaque semaine. Et aujourd'hui, pour le débat, les résultats du premier tour des élections présidentielles et surtout le vote des Français qui vivent ici en Israël. Mais avant de commencer, un petit rappel en images et en chiffres. Avec plus de 53% des suffrages exprimés, Éric Zemmour est arrivé en tête dans les bureaux de vote en Israël, suivi par Emmanuel Macron qui a réalisé le score de 31%. Sans doute l'un des meilleurs résultats pour le candidat du parti Reconquête, mais il faut aussi relativiser ces résultats. Précisons que le taux d'abstention a été record. Un peu moins de 10% des Français vivant en Israël et inscrits sur les listes électorales sont déplacés pour ce premier tour. Alors, seront-ils plus nombreux à se déplacer dans 10 jours pour le second tour ? Que feront les 3124 personnes qui ont voté dimanche dernier pour Éric Zemmour ? Est-ce que d'une manière générale, ces élections présidentielles concernent les Français qui vivent en Israël ? Ce sont les thèmes qui seront abordés dans le débat de cette semaine. Et nos invités sont Marco Sarabias. Marco, bonjour. Bonjour. Soutien d'Emmanuel Macron et de son parti La République En Marche. Et nous sommes aussi avec Guillaume Bensoussan, qui est lui soutien d'Éric Zemmour et du parti Reconquête. Guillaume, bonjour. Bonjour à tous. Merci de votre invitation. Alors, on va commencer justement avec vous, Guillaume. Comme je l'ai dit, Éric Zemmour a réalisé un très beau score en Israël. Plus de 53% des personnes qui se sont déplacées ont voté pour le parti d'Éric Zemmour, avec quand même, comme je l'ai dit, un taux d'abstention très important, 90%. Comment vous expliquez ce score, vous ? Alors, moi, je m'explique ce score essentiellement parce que je pense que la population française, les Juifs français aiment profondément la France. Les Juifs français qui vivent en Israël, on précise. Qui vivent en Israël, mais aussi les Juifs français qui vivent en France. Mais voilà, là on parle des Juifs français qui vivent en Israël. Je pense qu'ils aiment profondément la France. Je pense qu'ils ont vu le délitement qui s'est opéré depuis une quarantaine d'années en France. Je pense qu'une partie d'entre eux, parfois leur famille, parfois eux-mêmes, ont vécu cet exode d'une partie des Juifs français qui étaient établis par exemple en Seine-Saint-Denis, pour des raisons que je ne rappellerai pas tout de suite, on aura peut-être l'occasion de les développer plus tard. Je pense qu'ils ont vu finalement l'indifférence qui a marqué le meurtre d'Ilan Halimi, qui a marqué le meurtre de Sébastien Selam. Également, on célébrait, on commémorait les 10 ans de l'attentat de Toulouse. On se souvient de qui est descendu dans la rue il y a 10 ans pour manifester contre l'antisémitisme. Alors, ce que vous nous expliquez, c'est un vote en fait contre la politique du gouvernement plus que pour un vote pour Éric Zemmour ? Non, pas du tout. Au contraire, je pense qu'Éric Zemmour dit le réel. D'accord. Je pense qu'Éric Zemmour a décidé, en homme non politicien, d'expliquer, de mettre des mots sur les maux de la France. Mmh. Et de ce fait-là, il a provoqué une forte adhésion, pas exclusivement chez les Juifs de France, mais dans toute une partie de la population française qui a vu ce délitement, qui a vu cette islamisation, qui a vu cet ensauvagement de la société française. Ouais. Mais puisque vous me posez la question à propos des Français juifs, des Juifs de France, eh bien je vous dis tout simplement que les Français juifs ont été malheureusement aux premières loges de cette islamisation. Et qu'ils se souviennent qu'ils étaient seuls au début. Vous vous souvenez, comme moi, que l'on parlait il y a 10 ans de déséquilibré, quand il y avait un attentat islamiste. On se souvient de cette personne en Isère qui avait été décapitée et dont la tête avait roulé devant son usine.
À l'époque, on parlait de déséquilibré. On se souvient encore plus récemment, en 2017, du meurtre de Sarah Halimi et du jugement inique qui a été qui l'a assorti pour son agresseur, pour donc, son meurtrier. D'après vous, Éric Zemmour apporte donc des réponses à ces problèmes qui sont jusqu'à présent qui n'ont pas été résolus. C'est un peu ce que vous dites. Éric Zemmour dit le réel. D'accord. Voilà. Éric Zemmour dit le réel que beaucoup de Français voient, que de plus en plus de Français voient, et je pense qu'il est sorti de son poste de journaliste parce qu'il a vu très clairement que personne ne porterait avec honnêteté, avec courage, le message qu'il a donc décidé d'exprimer lui-même. Très bien. Alors, on va laisser la parole aussi à Marco. Je voudrais vous laisser aussi réagir à ce que dit Guillaume, mais je voudrais quand même, avant que vous réagissiez sur ça, rebondir sur ce taux de participation quand même, Marco. Donc, peu moins de 10% dans les bureaux de vote en Israël. Ça veut dire peut-être tout simplement que les Français qui vivent ici en Israël ne sont pas du tout intéressés par ces élections? Alors je pense qu'il y a un certain détachement pour certains qui sont intégrés en Israël depuis longtemps. Il y a aussi des tenteurs de la nationalité française qui sont nés en Israël, qui sont complètement israéliens, donc à commencer par mes enfants par exemple, donc ils sont moins... C'est-à-dire ils sont inscrits sur les listes, mais voilà, en fait ils ne comprennent pas toujours ce qui se passe en France. Et de plus, le score de Zemmour, c'est en fait s'il y a 10% de participation, ça veut dire qu'il a eu 5% des inscrits en Israël. C'est-à-dire que c'est à peu près 3000 personnes qui ont voté. C'est pas si émouvant que ça, quoi. Puis je suis en fait très étonné que des Juifs puissent soutenir Zemmour après qu'il ait un petit peu cautionné des douaniers, le maréchal Pétain, après qu'il ait mis en doute l'innocence de Dreyfus, après qu'il ait dit que ça ne le dérangeait pas que l'Iran ait la bombe atomique. Donc je suis un peu étonné. C'est-à-dire, est-ce que c'est par rapport aux Arabes seulement qu'on vote pour un candidat à la présidentielle? Ce que Guillaume dit, c'est que Éric Zemmour, a priori, d'après Guillaume, bien entendu, donne des réponses à des problèmes qui existent en France et que Emmanuel Macron, puisque vous représentez le parti d'Emmanuel Macron, n'a pas véritablement donné dans son quinquennat. Alors, justement, le quinquennat d'Emmanuel Macron se termine quand même relativement bien parce qu'il y a une situation économique assez bonne, le pays est bien sorti de la crise du Covid, le chômage a baissé et il y a beaucoup d'investissements dans les jeunes, dans l'emploi et puis dans les nouvelles industries, les nouvelles énergies, les nouveaux secteurs porteurs, et je pense que la situation économique de la France est assez bonne dans l'ensemble, et il y a aussi un gros effort qui a été fait dans l'écologie et pour réduire les émissions des effets de serre, des gaz à effet de serre. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui ont été entreprises. En fait, la situation de la France est assez bonne. Mais par contre, peut-être que Guillaume voudra rebondir sur ça, sur des problèmes comme l'islamisme, les problèmes d'immigration, les problèmes de sécurité, il y a peut-être encore beaucoup de choses à faire. Il y a des choses à faire, c'est vrai, mais par exemple, du point de vue de la menace islamiste, il a quand même fait voter une loi qui associe, par exemple, l'antisionisme à l'antisémitisme. C'est-à-dire, il n'est pas resté en rade pour lutter contre cet effet justement de l'islamisation. Il y a beaucoup de Français qui sont allés, des Français d'origine musulmane, qui sont allés en Syrie même, et ceux-là ont été suivis tout de suite. Donc il y a quand même... il y a eu aussi, du point de vue de la sécurité justement, il y a eu un ajout d'énormément de policiers, de peut-être 10 000 policiers et gendarmes, et les policiers de quartier. Et donc je pense qu'au contraire, il y a eu des réponses de données. Alors Guillaume, ce que Marco nous dit, c'est qu'il a du mal à comprendre comment des Juifs qui vivent en France ou en Israël d'ailleurs peuvent voter pour Zemmour lorsque justement on a entendu ce qu'il a dit sur Pétain, sur le capitaine Dreyfus, et puis aussi il y a des sujets que je voudrais à lesquels vous donniez aussi des réponses concernant par exemple la kippa ou d'autres choses, des sujets comme ça. Et l'enterrement des victimes
de Toulouse en Israël, il les a mis sur le même plan que Et l'enterrement des musulmans en Algérie. Hein. Donc, et je pense qu'au contraire, pour les Juifs, je ne sais pas s'il est vraiment été une bonne nouvelle. Vous comprenez que ça peut choquer des personnes de la communauté juive ? Je comprends que ça peut choquer. Maintenant, ce que je voudrais dire à Marco, c'est qu'en France, il y a 1800 agressions par jour. On a encore Jérémy Cohen qui s'est fait agresser il y a quelques jours. On a vu que c'est vers Éric Zemmour que s'est tourné Gérald Cohen, le papa de Jérémy, pour faire exploser l'affaire dans la sphère publique, parce qu'il craignait l'omerta qui a été imposée sur l'affaire Sarah Halimi il y a 5 ans, quasiment au même moment. C'était en avril 2017. Donc, on peut accabler Éric Zemmour de tous les maux en le traitant de nazi, en le traitant de pétainiste. J'ai même entendu sioniste antisémite. C'est-à-dire il n'est pas sioniste, on ne peut pas dire qu'il est sioniste. Des gens qui manipulent des concepts parfois qu'ils ne maîtrisent pas forcément, si vous voulez. Vous savez, moi, ce qui me dérange profondément, c'est que j'ai l'impression qu'il y a en permanence une instrumentalisation qui est faite de certaines polémiques qu'on veut créer ou recréer ou faire renaître de leurs cendres. Je vous donne l'exemple, par exemple, des victimes de Toulouse, tout à fait. Éric Zemmour s'est entretenu avec Samuel Sandler, le papa de Jonathan, et ils ont discuté ensemble. Et Samuel Sandler a dit « Je souhaiterais maintenant que cette histoire ne soit plus évoquée. Je veux que mes enfants et mes petits-enfants soient laissés en paix. » Malgré cela, vous continuez à voir dans les débats qui concernent justement le prétendu antisémitisme d'Éric Zemmour, des gens qui vont venir instrumentaliser, déterrer à nouveau cette question-là pour vous dire « Regardez comme il est méchant, regardez comme il est antisémite. » J'ai pas dit qu'il était antisémite. Attends, excusez-moi, mais j'ai pas dit qu'il était antisémite. Hein. Il est pour l'assimilation des Juifs, l'assimilation des Juifs de France. Monsieur, complètement. Je vous ai écouté avec beaucoup de patience sans vous interrompre. S'il vous plaît, laissez-moi terminer. Alors même que Samuel Sandler s'est exprimé pour dire « je ne veux plus qu'on en parle ». Et donc vous avez des gens qui vont continuer à venir instrumentaliser ce fait-là, alors même que Samuel Sandler a discuté avec Éric Zemmour, qui se sont serrés la main, puisque c'est une image, puisqu'ils se sont parlé au téléphone, mais ça concerne tout le reste aussi. Sur Pétain, vous savez, Éric Zemmour a repris les travaux de Léon Poliakov, pour ceux qui auront lu Le Bréviaire de la haine, ils sauront de quoi je parle, les travaux d'Alain Michel, les travaux de Simon Epstein, et même de Robert Paxton. Robert Paxton, qui est celui qui a écrit à propos de Pétain et les Juifs, Vichy et les Juifs, si je me souviens bien, qui est revenu sur cette question-là, sur la responsabilité de Pétain dans le fait que certains Juifs n'auraient pas été déportés. Sur Dreyfus, il s'est exprimé aussi. Alors il y a beaucoup de controverses. Il y a beaucoup de controverses sur ça. On va pas refaire le débat sur ça. Mais bien sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est que Marco a abordé énormément de points dans son allocution, et on pourrait passer des heures à débattre de Pétain, de Dreyfus. Donc voilà, moi ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que des Juifs aujourd'hui meurent encore en France en 2022. Non pas au cri de Heil Hitler, non pas en disant « Maréchal, nous voilà », mais au cri de Allahu Akbar. Voilà la réalité de ce qui s'impose aux Juifs en 2022. Donc on peut décider d'enfermer Éric Zemmour dans des polémiques qui n'en sont pas, puisque précisément ses détracteurs historiens se sont exprimés pour faire savoir qu'il avait tout à fait raison de défendre un point de vue qui était le sien à l'époque, qu'il a d'ailleurs exprimé dans un livre qui est paru en 2014, et dont on est parti redéterrer en permanence pour justement l'enfermer dans ces débats et pour l'empêcher de dérouler le programme qu'il voulait pour la France. Mais sans l'enfermer. C'est en permanence cette stratégie qui consiste à vouloir le faire taire, à le confiner. C'est le petit théâtre antifasciste de Staline. C'est-à-dire que traitez votre adversaire de fasciste, le temps qu'il se démêle, qu'il se dépêtre des accusations de fascisme qu'on aura lancées contre lui, il n'aura rien eu le temps de dire d'autre. Voilà. Donc c'est en permanence cette stratégie. Alors je peux répondre sur tout ce qu'a abordé Marco à propos du chômage, de l'écologie,
des gaz à effet de serre, je serais très heureux d'en débattre, plutôt que de se relancer là-dedans. Voilà, alors on va sur les 54%. Et j'aimerais juste terminer là-dessus, cher Olivier. Ouais. Je pense, pour revenir sur les 54% qu'a fait Éric Zemmour en Israël, que les Français juifs, et pas forcément juifs d'ailleurs, qui ont voté pour lui en Israël, ne sont pas dupes. Ils ont très bien vu quelle était la menace qui pesait sur eux, sur leurs frères de France, juifs ou non, et ils ont voté en leur âme et conscience pour un homme qui propose de traiter les maux qui accablent la France aujourd'hui, et non ceux dont la France a été victime il y a 80 ans. Voilà. Très bien. Alors, on va juste réagir, mais très rapidement, Marco, parce que je voudrais qu'on revienne quand même à cette élection, et plus particulièrement sur le deuxième tour. C'est ça. Alors justement, au sujet du deuxième tour, c'est quand même désolant que on oublie tous les écarts de langage de Zemmour pour l'assimilation totale et tout ça. Maintenant, pour l'avenir, Monsieur Zemmour a recommandé le parti de Madame Le Pen pour le deuxième tour. Et il faut pas oublier que le Front National a été fondé par des anciens SS. Alors, c'est pas la peine d'essayer de le dédouaner sans arrêt, Zemmour, pour sans arrêt dire que non, il a pas voulu dire ça, il a pas voulu dire ça. Il est d'extrême droite et il soutient le parti d'extrême droite. Il va reporter ses voix Zemmour. Et si Razvé Shalom et Marine Le Pen étaient élus, il sera un bon ministre de Le Pen. Alors donc, on va pas quand même pas le dédouaner complètement de tendance fasciste. D'accord, voilà. Alors, c'est pas sûr que Marine Le Pen le prenne dans son gouvernement, d'après ce qu'elle a dit hier, en disant que voilà. Évidemment. Bon, mais ça, on verra ça après le second tour. Mais je voudrais quand même demander à Guillaume, justement, Éric Zemmour, comme l'a dit Marco, a appelé à voter pour Marine Le Pen au second tour. Vous allez suivre vous n'êtes pas obligé, bien entendu, de nous dire pour qui vous allez voter, mais est-ce que vous allez suivre cette consigne ? Je ne le sais pas encore. Je vous dis la vérité, je ne le sais pas encore. Marco a raison. Il y a certains membres fondateurs du Front National qui ont été d'anciens SS, si je ne me trompe pas, il faudra encore le vérifier. Mais il a tout à fait raison sur le fait que le Front National, historiquement, est un parti qui est un héritier de l'extrême droite antisémite. Alors, il faut préciser quand même, Guillaume. Oui, il faut préciser, Guillaume, quand même, que certains, alors je ne sais pas si ce sont des anciens SS, ce sont sans doute pas des anciens SS, mais en tout cas, certains membres qui étaient au parti de Marine Le Pen sont passés dans le parti d'Éric Zemmour et qui ont un passé quand même, on va dire, peut-être pas nazi, mais certainement antisémite. Alors, c'est l'accusation de Marine Le Pen, c'est-à-dire qu'on l'a entendu dire que chez Éric Zemmour se trouvaient des catholiques intégristes, quelques païens et d'anciens nazis. Bon, il faut croire que Marine Le Pen savait de quoi elle parlait, donc bon, écoutez, j'ai trouvé assez désolant pendant cette campagne précisément que Marine Le Pen utilise le vocable infamant d'extrême droite, de fasciste, de nazi, pour accabler la candidature de Zemmour, alors même que ce sont les arguments qui ont été utilisés contre elle et contre son père pendant 30 ans. Maintenant, pour répondre à votre question, sur mon vote, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas encore pour qui je vais voter. C'est-à-dire que vous n'êtes pas encore totalement persuadé de cet appel de Éric Zemmour. C'est-à-dire qu'il y a quelques... Alors, Éric Zemmour, je vais vous dire exactement ce qu'il a dit. Vous avez été une retenue quand même par rapport à ça. Il a dit... Tout à fait, mais je vais vous dire ce qu'il a dit, Éric Zemmour. Parce qu'il faut toujours citer les citations dans leur entièreté. Autrement, on fait dire à des gens ce qu'ils n'ont pas parfois voulu dire, ou on annule la nuance du propos qu'ils ont voulu tenir. Donc Éric Zemmour a dit « J'appelle mes électeurs à voter pour Marine Le Pen », et il a tout de suite ajouté « Je comprendrais que certains ne veuillent pas voter pour elle, et je ne les accable pas ou je ne les juge pas, car j'ai voulu faire l'union des droites dans sa pluralité. » Voilà en substance ce qu'il a dit. Donc, Éric Zemmour a en effet, je pense, plus appelé à voter contre Emmanuel Macron que pour Marine Le Pen. En tout cas, il comprend ses électeurs qui ne voteront pas pour elle. Voilà ce qu'il a dit. Maintenant, encore une fois, moi j'entends... c'est en permanence le même argument infamant et, d'enfermement
qui revient dans le discours d'Emmanuel Macron et dans celui de ses soutiens. Donc vous entendrez extrême droite, vous entendrez tendance fasciste, comme vient de le dire Marco. Ça sera toujours pareil. C'est-à-dire que Marine Le Pen, et vous ne me prendrez pas à la défendre, parce que si j'ai voté Éric Zemmour, c'est parce que je vois dans la candidature d'Éric Zemmour, j'ai vu dans la candidature d'Éric Zemmour des choses que je n'ai pas vues dans la candidature de Marine Le Pen. Et Éric Zemmour l'a rappelé, comme je viens de vous l'expliquer. Donc, en revanche, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Marine Le Pen n'est pas son père. Marine Le Pen s'est positionnée sur un certain nombre de choses. Elle s'est positionnée sur la question de l'islamisme en France. Et effectivement, du point de vue de l'immigration, elle est plus proche d'Éric Zemmour que ne peut l'être Emmanuel Macron, qui a fait rentrer près de 2 millions d'immigrés en France en l'espace de 5 ans. Dieu sait combien d'immigrés entreront dans les 5 ans prochains si par malheur il était réélu, parce que cette fois-ci, il aura les mains libres. Il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que Emmanuel Macron va considérer, quel que soit le niveau auquel il sortira, s'il était réélu, comme un blanc-seing. Il pourra sortir avec 50% et une voix. Emmanuel Macron aura les mains libres. Si on analyse quand même les résultats, on se rend compte quand même que presque plus de 50%, presque 52% des Français ont voté pour un parti d'extrême, que ce soit d'extrême droite ou d'extrême gauche. Comme l'a dit Guillaume, si Emmanuel Macron est élu, il va continuer la même politique. D'abord, ma première question, quelle est la part de responsabilité d'Emmanuel Macron dans ce résultat de que 52% des Français ont voté pour un parti d'extrême? Et deuxièmement, est-ce qu'il ne faut pas qu'il prenne en compte justement ces 52% qui sont peut-être pas représentés? Alors justement, le centre est très important pour faire... On va juste donner la réponse, on va juste laisser répondre Guillaume. Marco et après on revient vers vous, Guillaume. Il y a... Et face aux extrêmes, c'est très important de renforcer le centre modéré, aussi bien le centre de gauche que le centre de droite. Et c'est pas pour rien que Pécresse et Hidalgo ont appelé à voter Emmanuel Macron. Parce qu'il représente quand même un grand consensus de la France. Et puis aussi, il représente aussi le dynamisme de la France. Il ne faut pas oublier que il a beaucoup investi dans l'enseignement et dans l'emploi. On voit bien que le chômage a baissé. Et puis aussi dans le rayonnement de la France dans le monde. Parce que il a investi dans tous les établissements français de par le monde. Alors là, je reviens aux Français de l'étranger, en fait. Ouais. Parce que c'est quand même important de savoir que pendant toute la crise du Covid, il y a eu des aides distribuées du consulat et aux Français qui étaient en difficulté, aux indépendants qui étaient en difficulté en Israël. Il ne faut pas oublier ça. Ça reste quand même une politique très sociale, Macron. C'est-à-dire, on l'a traité un peu de capitaliste, tout ça, mais en fait, il reste dans la social-démocratie française, dans la pure tradition de la social-démocratie française, dont on peut seulement rêver en Israël. Il ne faut pas oublier qu'en Israël, on est un pays avec très peu d'aide sociale et très peu d'État-providence. Guillaume, voilà. une minute pour répondre et pour conclure. Une minute. Je suis content d'avoir pu avoir ce débat avec monsieur Marco. Je n'ai pas saisi votre Sarah Bia. Je suis désolé. Sarah Bia. Et puis voilà, c'est la confirmation perpétuelle parce que moi j'organise des débats depuis plusieurs mois sur Twitter et je suis à la recherche désespérée d'un macroniste qui pourra me donner des éléments qui poussent quelqu'un à voter Macron et je ne l'aurais malheureusement pas trouvé aujourd'hui. Très bien. On va laisser Marco conclure en une phrase, vraiment Marco, puisqu'on n'a vraiment plus le temps. D'accord. Bon, alors je pense que Macron représente le progrès, l'avancée, aussi bien sociale qu'économique, et une France forte au milieu de l'Europe. Voilà, c'est ça qui est important. En tout cas, merci. On aura peut-être l'occasion de se retrouver pour un autre débat ou pour débattre. Puis il y aura bien entendu après le deuxième tour les élections législatives et je pense que là ce sera aussi un débat que nous aurons avec les différents représentants de ces élections dans la 8e circonscription. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Qualité.